Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ma première question est toujours la même. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous pouvez me répondre dans le chat. Sylvaine, hello, bonjour, Gabriel, Sabine. Bonsoir Philippe, Manuela, super. Bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence, ce nouveau webinaire. Qui reprend certains éléments d'un webinaire que nous avions fait il y a 3 ans maintenant et qu'on va un peu, j'allais dire, réactualiser avec de nouveaux points et une nouvelle réflexion. Réflexion d'autant plus, j'allais dire, nécessaire qu'elle est, qu'on a l'impression qu'en ce moment, avec les coupes budgétaires qu'on voit dans la culture, la fin peut-être du Pass Culture Pro qui permettait, enfin la fin non annoncée, mais en tout cas rabotée peut-être, qui annonçait le désengagement d'une certaine manière de l'État euh, dans les politiques culturelles, désengagement relatif cependant, mais qui forcément nous fait poser la question en tant qu'artiste de l'entreprise. Et l'entreprise, enfin l'enjeu que ça soulève, c'est que l'entreprise, finalement, ça désigne quelque chose de très large, peut-être trop large, pour y voir clair, puisque souvent on voit beaucoup d'offres qui fleurissent, d'expositions en entreprise, d'événements artistiques en entreprise, d'ateliers, de cours. Et donc il y a quelque chose qui nous dirait que finalement l'entreprise fait partie du modèle économique en tant qu'acteur économique client de l'artiste. Et en ça, ça peut être intéressant de regarder ensemble et de dissiper ce que je pourrais appeler une illusion. Tant quelquefois, ce qui se cache derrière l'entreprise est vague et imprécis. Et ça peut être intéressant justement pour en comprendre les enjeux d'un travail de l'artiste avec l'entreprise, de comprendre les modalités, les codes et les possibilités qui s'offrent à lui. Et c'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Alors la première image, justement, c'est celle d'une illusion, forcément. Peut-être l'illusion de JR qui fait ses collages, comme ça, qui avait fait pour les 100 ans du Louvre, les collages. Une illusion qui avait recouvert la pyramide de collages. Et on peut se poser la question, justement, du rôle d'une institution ou même d'une entreprise dans la production d'œuvres. Tant c'est un agent économique, et on le voit, l'œuvre ici répond à une commande. Il y avait énormément de bénévoles, des agences de communication ont participé, et il y a eu, je ne vous mets pas la slide, mais en réalité, tout un merchandising derrière cet événement des 100 ans, puisque JR a aussi fait des stylos qui reprenaient cette œuvre et qui ont été vendus dans la boutique du Louvre. Et donc on voit eh bien que finalement, l'artiste, d'une certaine manière comme une marque, va collaborer avec d'autres marques sous plein de façons différentes. Et si je reprenais l'exemple de JR, c'est que on retrouve ici collaboration avec une agence de communication, une œuvre qui fait événement, hein, qui est plus un événement peut-être qu'une œuvre à proprement parler ou uniquement une œuvre, une commande, comme je disais, et des produits dérivés. Alors, peut-être pour essayer justement de ne pas se tromper, ne prenons pas l'illusion que pourrait représenter le fantasme de l'entreprise pour évitons les écueils, je dirais, de ces fantasmes et essayons de lui donner un avenir, comme cette phrase de Sigmund Freud, l'avenir d'une illusion. Une illusion n'est pas la même chose qu'une erreur, elle n'est pas non plus nécessairement une erreur. C'est pas parce qu'on se fait des idées qu'elles sont forcément fausses. Alors voilà, premièrement peut-être, essayer de faire une pyramide à l'image de cette pyramide de Kenra Izu, de photo de 85, pyramide du nombre des entreprises qui existent. En réalité, la plupart des entreprises, en quantité, sont des très petites entreprises. C'est-à-dire vous, nous, lorsqu'on a un numéro de SIRET, eh bien, nous faisons partie des petites entreprises. C'est à peu près 90% des entreprises. Ensuite viennent des PME,
des petites et moyennes entreprises. Ensuite, des ETI, taille intermédiaire, et puis des grandes entreprises. En réalité, les grandes entreprises représentent peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 5%, mettons, du volume total des entreprises pour embaucher, je crois, 20% de tous les salariés de France. Et ces grandes entreprises, quand on parle d'entreprises, c'est souvent à elles dont on fait partie. On pense à BNP Paribas, Total, Clarins, par exemple, on va y revenir. Et elles ont, c'est ça qui nous intéresse, elles ont des règles, elles doivent suivre des règles qui sont différentes des TPE. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la taille de l'entreprise à laquelle vous allez vous adresser, eh bien, il ne va pas y avoir les mêmes opportunités, les mêmes codes, les mêmes fonctionnements. Par exemple, avec une grande entreprise, le cycle de vente, on va le voir, prend plus de temps. Typiquement, quand vous allez contacter quelqu'un pour faire un premier contact, quelqu'un qui travaille chez Total, qui voudrait organiser une résidence, ça peut arriver, une résidence d'artiste, ou même commander un événement artistique, vous commandez un atelier, par exemple, une fresque participative, eh bien, le temps de mettre en place cette fresque peut durer, le temps de mise en place peut durer 1 an. Donc, en fonction de la taille, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes fonctionnements. Et donc, ça, c'est déjà un premier élément. C'est quand on va réfléchir à la manière de travailler avec les entreprises, c'est avec lesquelles. Et on peut déjà faire une sélection par la taille. On va le voir. Le fonctionnement est différent. Alors voilà, pour résumer, une TPE, c'est moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un grand groupe, c'est quand GE, c'est quand on embauche plus de 5000 personnes. Alors, il faut bien comprendre la spécificité peut-être aussi de l'art et l'entreprise, c'est-à-dire le rôle que peut jouer le producteur de l'art, c'est-à-dire un artiste, en entreprise. On parle, et le mot est, alors c'est pour faire un peu de lexique simple, mais on va parler de B2B. Les entreprises de B2B sont des entreprises qui ont une activité de soutien et offrent ce dont les autres entreprises ont besoin pour fonctionner. Contrairement au particulier, qui peut acheter l'œuvre d'art pour un coup de cœur, bien l'entreprise, souvent a des objectifs, une mission, et fait appel, mettons, à une conciergerie, à des personnes qui vont faire de la communication, d'autres entreprises donc pour leur rendre service, qu'on appelait des fonctions support, ou même collaborer pour créer des événements. Je parlais une entreprise de marketing pour mieux vendre leurs produits, etc. Et donc souvent, c'est par rapport à ces missions-là que l'artiste va pouvoir s'intégrer. Et donc c'est très difficile pour un artiste de venir avec un projet spontané qui ne répond pas à la mission de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment la spécificité du B2B. Alors, business to business. Et donc, la première des choses à faire, c'est bien de comprendre la taille de l'entreprise, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite, les missions de ces entreprises. On va en détailler quelques-unes et la manière dont les offres qu'on peut leur faire. Mission soit de support, soit de collaboration pour créer une offre. Par exemple, si vous avez, mettons, vous faites des œuvres imprimé, eh bien, vous pouvez très bien collaborer avec un producteur de tapis pour faire une gamme spécifique. On va parler d'un éditeur de textile pour créer une gamme. De même, vous pouvez peut-être aussi participer à un atelier de team building, c'est-à-dire de cohésion d'équipe. Et donc, on va voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, voilà, vous voyez, l'autre chose, c'est bien d'identifier les missions de ces entreprises. Alors, on peut aussi résumer pour se repérer dans toutes les formes possibles d'opportunités que pourrait offrir l'entreprise. Eh bien, on va essayer de se repérer dans les formes, à l'image de ce vase qui a plus de 5000 ans, qui est un vase de type Kaindoki, ce qu'on appelle un vase flammiforme japonais de l'époque Jomon, qui est déjà d'une extrême complexité. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que bien sûr, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des manières de faire qui ne changent pas, quelles que soient les époques, quand on travaille avec des structures de différentes tailles. Alors, la première chose, on avait vu l'offre que vous voulez proposer, atelier, exposition, résidence, vente d'œuvres, on va le voir, c'est aussi possible. Eh bien, vous pouvez déjà vous poser la question, mais à qui je m'adresse? À quel type d'entreprise je m'adresse? On va voir aussi que ces entreprises ont des contraintes légales qui peuvent nous être utiles.
on va voir les incitations fiscales qui existent, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que plus l'entreprise est grande, alors plus il y a des contraintes légales, et ça peut être intéressant pour nous dans les offres qu'on peut leur proposer. Ensuite, on avait parlé des missions, des besoins, et enfin, la chaîne de décision, qui décide, qui a le budget. On va voir que ça, c'est très compliqué, puisque souvent, contrairement à l'artiste, l'entreprise mobilise plusieurs personnes, et donc il y a plusieurs services, et c'est quelquefois très difficile de se repérer dans l'organigramme. Et donc, la temporalité de la mise en place de vos offres peut être très, très longue. Donc, voilà un petit peu les différents critères à prendre en compte quand on veut proposer quelque chose. Alors, quelques exemples en fonction d'offres, en fonction de la taille. Alors, souvent, vous allez avoir la possibilité d'exposer quand vous avez des œuvres qui sont liées à des thématiques. Par exemple, Stéphane Auton, qui travaille sur la thématique du vin, qui utilise des cépages et de la terre pour créer des œuvres directement reliées au monde du vin. Eh bien, ces séries liées à un secteur professionnel vont évidemment pour rapidement mettre en place des collaborations, soit pour exposer dans des châteaux, soit pour exposer dans des caves ou même dans des festivals, je pense à Funambule, qui mélangent vin et art. Et donc là, son travail est adapté très bien à des commandes qui peuvent être réalisées de la part d'un caviste ou directement des expositions sur des stands lors d'événements qui sont en lien avec le vin, par exemple. Eh bien, ça, c'est très facile et on peut très bien imaginer une gamme qui s'adresse à un secteur professionnel très précis. Donc là, vous allez avoir naturellement des acheteurs et vous êtes dans une sorte de stratégie, ce qu'on va appeler un océan bleu. C'est-à-dire que dans le milieu du vin, normalement, dans une cave, on va acheter du vin, on ne va pas acheter un tableau. Mais si le tableau est en lien avec l'environnement, eh bien, on peut trouver tout de même des acheteurs. Ça, c'est un exemple, mais on peut imaginer énormément d'exemples. Il y a des exemples dans le monde, dans des secteurs comme l'érotisme ou le sport. Donc là, vous allez avoir un positionnement lié à un secteur professionnel. Ça peut permettre rapidement d'avoir des acheteurs sans passer par des intermédiaires, sans passer par une agence, sans passer par une galerie, sans passer par un intermédiaire qui prendrait une marge. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, bien, vous avez des artistes qui vont aussi mettre en place une stratégie pour être facilement identifiables par des entreprises des grands groupes, PME, GE. Et contrairement à ce qu'on avait vu avec Stéphane Auton, TPE ou souvent c'était des TPE. Une cave, c'est une cave à vin, par exemple, c'est une TPE. Donc Olivier Masmonteil, encore lui, exemple classique que je prends, tant il est partout présent et qu'il réfléchit souvent à comment diffuser son travail de manière innovante. Il prend la parole dans des podcasts, il a des idées, il fait des collaborations avec des marques, et c'est aussi une figure de l'art contemporain. Alors, ça lui permet de répondre. Ça, c'est aussi une des spécificités des entreprises, c'est que les entreprises vont donner de l'argent à des fondations qui vont faire des appels à projets. Et souvent, une des qualités qui est attendue par l'artiste pour travailler en entreprise, contrairement avec une galerie de manière plus classique, eh bien, c'est de pouvoir répondre à un cahier des charges. Et très rapidement. C'est-à-dire que souvent, pour avoir échangé avec des services, par exemple en RSE, en responsabilité sociale des entreprises, pour échanger avec des éditeurs qui font appel à des artistes pour intervenir notamment à l'hôpital. Je pense à Short Edition, par exemple, qui fait appel aussi à des dessinateurs pour animer des ateliers dans des écoles ou dans des EHPAD ou dans des entreprises. Eh bien, une des clés, c'est la réactivité et la compréhension du cahier des charges. Et donc ça, c'est déjà une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux, moi, en tant qu'artiste, répondre à un cahier des charges, vous voyez. Alors, Olivier Masmonteil va répondre à une résidence et il va participer à une résidence en collaboration avec une fondation, Art dans la Cité. Alors, il y en a d'autres.
je ferai peut-être quelque chose sur l'art et les maisons de retraite et tout le secteur de la santé, mais orienté plutôt vers les seniors. Et donc, par exemple, Art dans la Cité participe. Et donc, lui, il fait une résidence. Donc là, il va répondre à une commande. On retrouve la même logique de collaboration quand vous avez des chantiers. Et là, je pense aux fresques. Par exemple, on peut très bien imaginer un artiste qui va, comme Perrine Honoré, commencer aussi à faire des fresques murales. Et dans les logiques de commande, où là, contrairement à Stéphane Auton qui proposait son tableau de manière très simple, parce qu'il y avait une affinité de secteur ou de thématique, eh bien, dans les commandes, souvent, on va quand même passer par une agence. Alors, dans la base de données, vous allez retrouver toute une série d'agences qu'on a listées. On vous enverra ça par mail. Donc là, c'est une série... Voilà, là, c'est Artwork in Promise qui a fait une commande à Perrine Honoré. C'est intéressant de voir le chemin de relation qui s'est fait entre l'agence qui va vous commander une fresque ou un événement et l'artiste. Eh bien, tout simplement, si je reprends Perrine Honoré, qui a travaillé pour Adeline Cuberes, Artwork in Promise, eh bien, elle a participé au podcast des passionnés à Riard. Elle a échangé sur LinkedIn, ça s'est fait très très vite. Encore une fois, la réactivité est très importante. Et elle a été, elles ont aussi échangé sur Instagram. Donc on voit que les réseaux sociaux, et LinkedIn particulièrement, qui est un réseau B2B, un réseau social B2B, je peux vous inviter à aller regarder le webinaire qu'on avait fait sur LinkedIn. Eh bien, ça a permis à Perrine Honoré de faire cette fresque à Barcelone. Alors voilà, souvent ces contrats vont passer par des intermédiaires et donc vous pouvez soit choisir d'être en relation directe avec l'entreprise finale, soit avec une agence, qu'on va appeler une agence. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Muséo, par exemple, qui commande des œuvres qui est une sorte de décorateur d'intérieur. Artistic Bazar, qui fait des œuvres dans la ville. Galerie, qui est une agence événementielle. Mais vous avez aussi l'art, art et entreprise. Artichaut, Solis Art Conseil ou Récurrence Photo qui organisent des expositions en entreprise. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'intermédiaires que vous pouvez directement et assez facilement, je pense à Récurrence Photo par exemple, c'est assez facile de se mettre en lien avec eux pour échanger. Vous les retrouvez tous dans la base de données. Alors, quand on voit toutes ces possibilités, quand on s'aperçoit qu'il y a soit des intermédiaires, soit qui nous permettent de répondre à des commandes, soit un choix qu'on peut faire par nous-mêmes, eh bien, ça peut être intéressant de passer un petit temps de discernement pour réfléchir à son offre. Une offre B2B, entreprise, c'est-à-dire vous à autre entreprise, c'est-à-dire une autre structure de différentes tailles. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Marc Aurèle, pensée pour moi-même, 170 avant Jésus-Christ. Alors c'est intéressant de se dire que comment on peut l'interpréter par rapport à notre sujet, cette citation ? Eh bien peut-être tout simplement en se disant que l'offre que vous avez par exemple de tableau, quand on va réfléchir au prix qu'on va faire, quand on va réfléchir à la forme que l'on va donner à ce tableau, ce nouveau tableau pour l'entreprise, eh bien, il va falloir un petit peu l'adapter. C'est-à-dire que ce qui est adapté aux particuliers ne l'est pas aux contraintes de l'entreprise et donc on est obligé de le faire évoluer et donc de changer ce qu'on faisait pour devenir quelque chose qui n'est pas encore, si je cite Marc Aurèle. Alors, il faut discerner peut-être dans ce que vous faites, vous êtes prêt à faire et à ne pas faire. Mettons nos lunettes de neige à l'image de ces lunettes de neige sibériennes du XXe siècle pour discerner. Vous avez par exemple une œuvre, je reviens sur une œuvre florale, un tableau. Est-ce que ce tableau peut se transformer en service, c'est-à-dire
la réalisation d'un tableau participatif dans une entreprise. Ce que vous allez facturer, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est l'animation de l'atelier. Première question, est-ce que vous souhaitez animer des ateliers? Souvent, il y a quand même de la médiation et on va réfléchir à une offre bien spécifique. Ça, c'est la première question, c'est de se dire, est-ce que je peux transformer mon œuvre en service, en événement? Et l'autre chose, c'est est-ce que mon service peut se transformer en œuvre? Par exemple, si j'anime un atelier, est-ce que l'animation d'atelier peut déboucher sur la réalisation d'une fresque dans les locaux de l'entreprise? Et donc, on voit que dans votre offre, eh bien, ça va être intéressant de se poser la question d'offrir quelque chose de spécifique à l'entreprise et de se dire, mais comment je peux décliner ce que je fais pour construire un modèle économique? Ainsi, les questions du discernement, si l'on veut faire silence en soi-même, comme ce que nous propose Marc Aurèle dans d'autres pensées de son livre, eh bien, c'est est-ce que mon travail s'adapte aux commandes? Si oui, comment je peux en parler? Est-ce que je peux proposer aussi des services et de la médiation? Est-ce que mon travail peut s'adresser à une niche professionnelle? On avait vu le cas avec Stéphane Auton qui proposait quelque chose de très spécifique dans le milieu du vin. Et d'ailleurs, il y a toute une série de châteaux et de festivals qui s'adressent à l'art et au vin. Donc ça peut aussi être intéressant. Donc, quelle est votre niche? Et c'est vraiment un conseil qu'on peut partager que de se dire, mais voilà, est-ce que je peux m'adresser à des entreprises qui ont une thématique bien spécifique parce que je vais pouvoir plus facilement me connecter à elles. Est-ce que j'ai identifié un besoin explicite, c'est-à-dire exprimé de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que je vais répondre à leur projet, à leur mission, plutôt que de venir avec un projet personnel. Et la dernière chose, c'est est-ce que je peux identifier le bon service, c'est-à-dire qui je vais pouvoir contacter. En répondant à ces questions, donc on va pouvoir construire une offre adaptée et en même temps, eh bien commencer à prendre des contacts. Alors, une des clés aussi pour pouvoir construire tout ça, et c'est ce qu'on avait vu, c'est bien de comprendre les contraintes de ces structures. Et les contraintes sont souvent juridiques. Prendre un exemple, on va se pencher à l'image de ce jeune juriste de Norman Rockwell, 1927, et bien on va se pencher justement dans ces quelques contraintes juridiques et vous allez voir qu'il y a des opportunités pour nous, artistes, qui peuvent s'ouvrir. La première chose, c'est qu'à partir de 50 salariés, les activités d'un comité social et économique, c'est un comité d'entreprise, sont obligatoires. C'est-à-dire que l'entreprise doit offrir une offre à ses salariés et doit se doter donc d'un CE et proposer une offre. Alors, résultat, le comité d'entreprise, il est géré par les salariés qui vont choisir les propositions qui sont faites aux salariés. Et c'est là où, évidemment, on va avoir des comités d'entreprise ou des CSE dans une politique sociale qui vont avoir un catalogue d'interventions. Et c'est quelquefois avec eux que vous pouvez dialoguer pour proposer des cours sur les temps du midi. Il faut savoir que la CCAS, qui est le comité d'entreprise d'EDF-GDF, est le premier employeur d'artistes en France. Il va y avoir énormément d'ateliers qui sont proposés aux familles des salariés sur les temps de vacances, mais aussi sur les temps de travail. Donc ça, c'est pour des très grandes entreprises, je pense à EDF, GDF ou Engie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute une documentation séminaire art et travail auquel a participé la CCAS pour expliquer bien les politiques culturelles dans l'entreprise. C'est assez intéressant quand on veut proposer quelque chose de précis. Vous avez pour des entreprises qui ne sont pas de la taille de DFGDF ou comme BNP ou Total ou Air France par exemple, qui sont des comités d'entreprise qui sont très actifs et que vous pouvez contacter en priorité. Là encore, on le mettra dans la base de données pour pouvoir vous aider dans vos réflexions. Eh bien, on va avoir des réseaux inter-CE, le CCP ou le réseau Sésame, qui proposent des services, ce sont des entreprises, des groupes qui proposent des services auxquels peuvent adhérer des CE. Donc, vous pouvez aussi les contacter. Donc voilà, ça c'est une piste
possible. Autre piste juridique qui peut être intéressant à étudier quand on veut proposer une offre, c'est ce qu'on appelle le RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Vous pouvez aller sur le site You Matter pour essayer de comprendre un peu plus ce que c'est. Bien, c'est pas une loi, le RSE, c'est pas contraignant, mais c'est un ensemble de recommandations pour que les entreprises adoptent une politique durable avec un impact social, un mieux-être au travail, une responsabilité aussi écologique. Et vous avez certaines structures qui sont obligées de respecter tout de même des lois, devoir de vigilance, la loi Pacte ou la loi Sapin, par exemple, dans la manière dont ils s'organisent. Il faut savoir que les grands groupes, les GE, doivent publier un rapport sur leur politique RSE. Et donc, ce sont souvent ces groupes, BNP, Clarins, Crédit Agricole, Total, Air France, Thales, qui vont avoir une politique RSE viable avec un service RSE que vous pouvez contacter si vous avez des choses à proposer autour du bien-être, notamment, et de l'art, puisque l'art et le mécénat rentrent dans la politique RSE. Donc, ces groupes vont être sollicités. Autre exemple, pour terminer sur ces niches juridiques d'une certaine manière, je prends un autre exemple, c'est l'accord handicap. À l'image de l'art brut de Judith Scott, artiste atteinte de trisomie 21, qui a une carrière impressionnante en art contemporain. L'accord handicap, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation pour les entreprises d'une certaine taille de mettre en place une politique inclusive pour les salariés en situation de handicap. Alors, vous avez cette obligation et l'accord handicap, ça permet d'utiliser l'argent que l'entreprise devrait donner à l'État pour des actions de sensibilisation aux situations de handicap. Et c'est là où l'art intervient. Je prends l'exemple, parce que vous avez énormément d'agences comme Diversidé qui viennent sensibiliser, former les collaborateurs et les responsables d'entreprise, mais vraiment les cadres, à l'aménagement, par exemple, l'aménagement des lieux de travail pour les collaborateurs en situation de handicap. Donc, vous avez énormément d'ateliers de sensibilisation. L'exemple, c'est par exemple la toile collective, où vous avez tous les salariés qui vont créer une œuvre autour d'une thématique comme la diversité ou le handicap. Vous avez toutes ces agences avec lesquelles vous pouvez collaborer et proposer des choses sur ce thème, où les entreprises ont des budgets bloqués pour ça, lors du Inclusive Day, où vous avez énormément d'acteurs. Alors, je terminerai par ce qui est le plus évident peut-être, c'est dans ces environnements juridiques, c'est l'incitation fiscale. Vous voyez, on a essayé de comprendre un petit peu les différents critères qui pouvaient nous permettre d'appréhender une offre à l'entreprise. C'est-à-dire, c'est comme si on avait fait des critères pour comprendre une forme. Hein. Et ces critères-là, si je résume, hein, ce sont la taille, la thématique de l'entreprise et d'une certaine manière les contraintes qu'elles ont. Et souvent, l'incitation fiscale peut aider aussi, ça fait partie des contraintes juridiques ou des aides juridiques, des incitations, peut aider à faire intervenir un artiste en entreprise. Donc, vous avez le mécénat. Alors attention, souvent, les structures de mécénat les entreprises ont créé une fondation, un fonds de dotation pour faire intervenir l'artiste. Vous avez aussi la déduction fiscale lorsqu'il y a un achat d'œuvre. C'est-à-dire qu'une entreprise, sous certaines conditions, on avait fait une intervention, un webinaire, vous pouvez retrouver un webinaire sur le sujet, sous certaines conditions, peuvent acheter une œuvre 100% défiscalisable, c'est-à-dire que ça se déduit de leurs impôts dans des montants, il ne faut pas que ça dépasse 5 000 €, et sinon après c'est étalé sur plusieurs exercices fiscaux. Et évidemment, il y a énormément de fondations, on fera une conférence, un webinaire uniquement là-dessus,
énormément de fondations d'entreprises sur ce sujet. Je prends l'exemple du groupe Chessé, qui organise des résidences d'artistes. Donc là encore, la plupart des entreprises ont des fonds de dotation avec lesquels vous pouvez collaborer. L'autre chose, c'est que généralement, et c'est là ce qui est un peu étrange, c'est que généralement, l'achat d'œuvres dans une entreprise dépend de la volonté du dirigeant uniquement s'il est passionné. C'est-à-dire que, attention, l'incitation fiscale n'est pas la motivation de l'achat. C'est d'abord quelqu'un qui adore l'art, qui va acheter des œuvres et qui va les défiscaliser avec son entreprise. Il ne faut pas non plus trop se tromper là-dessus. Et qu'une collection sur deux, ce sont en fait des petites entreprises qui le font. Donc ça, c'est quand même quelque chose, ce qui fait que même des dirigeants ne sont pas au courant du fait qu'ils peuvent faire un don à l'artiste et le déduire de leur exercice fiscal. Donc ça, ce sont des choses auxquelles ils ne sont pas au courant. Donc vous pouvez les informer, mais dans votre vente, c'est uniquement à la fin que vous pouvez le faire. Voilà. Ainsi, ce que je vous propose pour, une fois qu'on a fait une sorte de cartographie pour essayer de comprendre comment on pouvait proposer une offre, eh bien, on peut appliquer une méthode pour affiner son offre encore, méthode des poupées russes. La poupée russe, vous savez peut-être, vous en avez vu, c'est quand vous avez cette espèce d'énorme babouchka qu'on va ouvrir, à l'intérieur duquel il y a une sculpture plus petite qu'on ouvre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une sculpture minuscule, comme ça, comme des rangs, des couches d'oignons qu'on va peler petit à petit. Eh bien, la méthode des poupées russes, c'est le fait de regarder de prendre par exemple Total et de regarder avec quelles entreprises ils travaillent. Puisque Total fait appel à des fournisseurs qui eux-mêmes font appel à des fournisseurs qui peut-être eux-mêmes font appel à des artistes. Donc dans cette chaîne-là, on va pouvoir mettre en place une stratégie de prospection, c'est-à-dire s'adresser aux personnes susceptibles avec lesquelles on est susceptible de travailler. Alors, il y a des entreprises intermédiaires qui travaillent avec des grosses entreprises et qui organisent des expositions. On avait vu tout à l'heure, j'en avais cité quelques-unes. J'en cite à nouveau, Récurrence Photo, Artqualify, Little Van Gogh, ici, et l'image, Ballard, Artify. Donc ça, vous pouvez les contacter directement. Vous pouvez aussi identifier, pour faire votre veille, vous retrouverez tous ces éléments dans notre base de données, vous pouvez identifier les entreprises mécènes, c'est-à-dire les entreprises dont le mécénat est orienté vers l'art. Mécènes du Sud, mais vous avez aussi Amical ou Artflox qui listent toute une série de fonds de dotation et de fondations. Le fonds de dotation et la fondation, c'est peu ou prou la même chose. La seule différence, c'est que souvent la fondation a plus de surface financière, contrairement au fonds de dotation qui est souvent plus limité. Mais vous pouvez avoir toute une liste et vous avez un guide, on vous le mettra aussi dans la base de données, qui s'appelle Opal et qui liste toute une série de fondations en lien avec la culture et l'art. Donc voilà, je cite quelques fonds. Il y a le fonds de dotation Emerige, Soferim ou la Coprim. Alors, d'autres entreprises vont travailler avec ces fondations. Vous voyez, il y a tout un écosystème. Et c'est ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'art prend une place l'entreprise prend une place de plus en plus importante dans le champ artistique. Pourquoi? Parce que les musées se dotent, et peut-être que vous l'avez vu avec LVMH, qui a financé l'achat de Caillebotte, d'un Caillebotte, qui a été exposé au musée d'Orsay, qui a fait toute une tournée, qui finance des expositions. Vous avez les amis de Pompidou qui financent des acquisitions d'œuvres. On voit notamment même des galeristes comme Perrotin qui vont offrir des œuvres à Pompidou. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que l'entreprise d'une certaine taille vient influencer le champ artistique parce que les acteurs de ces entreprises
c'est-à-dire les dirigeants, sont dans les commissions qui financent l'achat des œuvres d'art qui vont être exposées au musée. Et donc, il y a une collusion entre le public et le privé, nécessairement. Collusion qui s'explique parce que la politique d'acquisition, aujourd'hui, est faite par les entreprises qui recommandent les œuvres parce qu'elles les financent. Et donc, on va avoir des mécènes privés qui vont financer des institutions publiques. Et donc, cette évolution qui se fait après 2008 et qui est accélérée par le Covid et par une forme de réduction des budgets dans les politiques publiques, eh bien, donne une place plus importante aux fondations qui sont financées par les entreprises et qui vont désigner un peu, influencer le champ artistique. Vous avez par exemple Bazart, la Biennale du mécénat et de l'art contemporain, qui va organiser une biennale. Vous voyez, donc là, souvent, il y a une forte valeur symbolique dans les œuvres qui sont exposées. Alors, pour comprendre donc, cette évolution qui donne de plus en plus de place à l'entreprise dans le champ artistique, à différentes échelles, au niveau même institutionnel comme au niveau de l'animation d'ateliers, eh bien, il peut être intéressant de se poser la question, mais comment je fais pour travailler avec ces entreprises? Alors, vous pouvez répondre à des appels à projets, de fondation. On fera un webinaire exclusivement dessus. Vous pouvez proposer des projets qui correspondent aux missions de l'entreprise. On l'a vu. Par exemple, une exposition dans une cave ou dans un château. Mais on peut aussi s'intégrer dans des projets existants en essayant de comprendre si vous avez un contact avec un directeur marketing, un directeur de la communication, ou avec des éditeurs de textiles, par exemple, vous pouvez essayer de comprendre les projets. Et ça, c'est très important, c'est d'essayer de bien comprendre les projets de l'entreprise pour pouvoir s'intégrer dans un projet existant. Alors, peut-être la première chose, tout simplement, c'est pour rentrer en contact, quand vous avez un projet à faire financer, donc là, c'est que vous ne vous insérez pas dans le projet de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est de proposer à une PME du mécénat en nature et de ne pas demander de l'argent. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Delphine Drouin, qui est une artiste qui travaille matiériste, qui travaille le béton, et qui, dans le cas de son travail de matiériste, puisqu'elle peut travailler des enduits, créer des enduits et en même temps avoir un travail de sculpteur, elle a été exposée dans les locaux de son fournisseur de béton. Mais vous avez aussi des céramistes qui vont se faire financer en matière par des producteurs de terre. Et donc là, on voit, c'est assez intéressant pour la PME puisqu'elle va défiscaliser le don, même en nature. Donc ça, c'est une bonne manière de rentrer en contact autour de la matière et de proposer des échanges de visibilité, sachant que c'est éligible à du mécénat puisque c'est une forme de don. Et donc là, tout simplement, vous pouvez proposer aux dirigeants, non pas de l'argent, pas demander de l'argent, mais un mécénat. Et ça, c'est souvent très, très valorisé. C'est une bonne prise de contact. L'autre chose, quand on veut essayer de comprendre les projets existants, c'est d'essayer de comprendre les codes informels qui structurent, régissent les rapports en entreprise. Typiquement, une question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que je peux relancer quand j'envoie un mail? Et on peut citer Marshall McLuhan, Message et massage, un inventaire des effets, titre poétique et mystérieux. L'eau est une chose dont les poissons ne savent absolument rien, puisqu'ils n'ont pas d'anti-environnement qui leur permettrait de percevoir l'élément dans lequel ils vivent. Cette phrase, en apparence simple, peut être utilisée pour illustrer que quelqu'un qui travaille dans un groupe, La Poste, par exemple, EDF-GDF, ne se rend pas compte, ne peut pas avoir une idée de la réalité dans laquelle l'artiste est. Ce qui rend les communications très difficiles. De même, l'artiste n'a aucune idée des enjeux que peut vivre un salarié
dans une entreprise. Alors, c'est pour ça que les personnes qui ont une double trajectoire, c'est-à-dire qui, par exemple, ont eu une vie en entreprise et se sont dédiées à une carrière, sont les plus à même de travailler avec des entreprises. C'est-à-dire que si vous êtes en reconversion ou si vous avez eu une double vie qui est quelquefois difficile à assumer, eh bien, en fait, vous avez les clés pour mieux travailler avec les entreprises, même dans des entreprises qui ne vous ont pas embauché. Hein, donc ça, c'est intéressant. Il faudra peut-être en parler, réfléchir, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. De même, ça peut vraiment vous permettre de mieux prospecter, de mieux rentrer en contact. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense là à Manuela, une artiste de notre réseau qui participe aussi à des réunions entre entrepreneurs. Donc, peut-être qu'on pourra en parler, Manuela, si tu es dans le chat. Donc, on va essayer de comprendre, décrypter les codes. La première chose, c'est que c'est très intéressant de savoir que vous pouvez relancer. C'est quelqu'un avec qui on travaillait, qui était à la BNP, qui m'avait dit, mais en fait, si on ne me relance pas, je considère que ce n'est pas important. Et donc, le mode par défaut MPD, comme on pourrait dire, eh bien, c'est de relancer. Donc, n'hésitez pas à relancer. Quand vous avez eu un contact, relancez. Et vous pouvez même, quand vous parlez avec quelqu'un pour, par exemple, exposer en entreprise, et que vous réfléchissez au projet, eh bien, n'hésitez pas à demander dès le début quand est-ce que je peux vous relancer. Ça va vous permettre de comprendre la temporalité dans laquelle s'inscrit le projet que la personne veut monter. Parce que peut-être que c'est finalement, oui, bah, vous pouvez me relancer dans un mois. Bon, bah, ça veut dire que peut-être que le projet, c'est pas pour tout de suite, vous voyez. Et que la personne, elle vous a pas mis dans la case urgent. Donc ça peut être intéressant. L'autre chose, c'est que souvent, si vous faites un thème d'atelier, bah, vous ne pouvez pas faire attention au sujet de nudité, puisque ça peut être clivant. Donc, souvent, les œuvres en entreprise sont consensuelles. On va parler il y a aussi une longue chaîne de décision, c'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs niveaux hiérarchiques. Et donc, à la fin, on a un choix très consensuel. L'autre chose, c'est que vous pouvez ne pas avoir de réponse à votre mail. Moi, ça m'est arrivé avec un éditeur pour publier un livre chez Robert Laffont. J'ai envoyé un mail et j'ai eu une réponse 1 an plus tard. Et il fallait qu'on se voit 24 heures après. Vous voyez, donc on est à la fois la réactivité est très importante. Donc ça, c'est important. Et on va demander souvent à ce que l'artiste ait beaucoup d'expérience. Alors, faire attention parce que les codes des expériences ne sont pas les mêmes que dans le champ institutionnel de l'art contemporain. Et bien, l'expérience, c'est juste, est-ce que vous avez déjà exposé? Est-ce que vous savez gérer une exposition, par exemple? Alors, il faut ensuite avoir les clés, à l'image de ces clés de Shiharu Shioto. Il faut pouvoir identifier le bon service. Vous voyez toutes ces clés sur un bateau. Bien, il faut identifier le bon service avec lequel on va discuter. Alors, chaque entreprise a un organigramme différent et chaque service a des budgets différents. Je vous donne un exemple. Vous avez le service RSE, justement, on en parlait de bien-être en entreprise qui va organiser du team building, mais qui peut aussi s'occuper du service, enfin être proche du service handicap, qui va organiser des ateliers de manifestation. Eh bien, le projet artistique va être différent. On va avoir l'installation d'une œuvre dans les locaux pour apporter du bien-être. Je pense à Paris Green qui faisait ça. Vous avez le service marketing qui, là, va développer un produit, un peu ce qu'avait fait Olivier Masmonteil avec les pulls Bompard. Et la Collab Factory, il y a des agences, encore une fois, des entreprises intermédiaires qui vont le faire. Donc là, vous pouvez aussi essayer de situer vos offres par rapport à ce petit tableau, avec quel service vous pourriez être. Et puis, vous avez tout simplement ce qui est de l'ordre de l'événementiel. Vous pouvez lancer un produit. Ça peut être participer à un événement, faire une scénographie de stand, par exemple. Galerie fait ça, on a listé quelques autres. Alors, pour terminer, eh bien, il y a évidemment ce réseau. Alors, on a fait un webinaire entier sur le sujet.
le réseau LinkedIn qui permet, qui est le réseau un peu adapté au B2B, mais je vais l'utiliser surtout parce que ça permet de réfléchir un peu au fil conducteur qui était de se dire, je dois comprendre à qui je m'adresse, quel est le type de structure avec lequel je vais travailler, et surtout, j'ai une offre qui doit être spécifique au B2B. J'ai une offre qui doit être spécifique aux autres entreprises pour être pertinente. Et c'est que comme ça, la seule manière dont je vais pouvoir rentrer en relation avec les autres entreprises. Alors pour ça, LinkedIn, évidemment, c'est privilégié. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'artistes qui sont dessus. Alors vous pouvez vous poser la question, mais quelles sont mes thématiques? Alors, si vous vous mettez sur LinkedIn, alors je sais que c'est douloureux LinkedIn parce qu'il faut encore se prendre la tête à l'image de ce chagrin de David Alfaro Siqueiros, 1939. Eh bien, faut encore se prendre la tête sur un autre réseau social, mais pourtant, ça peut quand même être intéressant parce que vous êtes facilement identifiable par rapport aux thématiques que vous traitez dans votre travail. Je reprends l'exemple de Stéphane Auton sur le vin. Mais j'aurais pu citer Vincent Donia, artiste qui travaille sur le sport et le marathon. Eh bien, sur LinkedIn, vous serez identifié facilement. LinkedIn, c'est quelque chose donc il va falloir publier régulièrement et garder en tête que votre profil sur LinkedIn est dynamique. Alors, suivez sur LinkedIn quand vous êtes artiste le protocole TTT. Alors, j'ai un peu protocole mémotechnique, plutôt technique. Vous expliquez votre spécialité artistique sur LinkedIn. Thématique. Est-ce que vous êtes, vous, dans l'écologie? Est-ce que vous êtes artiste plasticien, peintre et vous travaillez dans le domaine de l'écologie? C'est une de vos thématiques. Et ensuite, votre proposition. J'ai appelé ça ta proposition pour faire le 3e T de TTT. Vous excuserez le moyen mémotechnique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous devez avoir une proposition claire, uniquement adressée aux entreprises. Mais ça peut être aussi, par exemple, collaboration avec des éditeurs textiles. C'est aussi possible. En tout cas, on va en choisir qu'une pour être très efficace. Alors, je prends l'exemple d'Alain Villemet, qui est sculpteur, qui, lui, sa spécialité, sa thématique, c'est quand même le monumental. Et son offre, B2B, c'est la location d'œuvres d'art pour l'événementiel. Vous voyez, c'est assez clair. Et vous avez Nadja M, artiste plasticienne, donc ça c'est sa technique. Sa thématique, c'est l'écologie. Elle propose des ateliers de team building, donc plutôt RSE bien-être, où elle va, par exemple, donner un cours à 500 collaborateurs, faire un cours de dessin à la Basquiat, par exemple. Ainsi, nous avons un petit peu, et il faudra relire, peut-être si vous avez le temps d'écouter en accéléré, puisque quelquefois je peux parler un peu lentement, mais d'écouter en accéléré la conférence à côté de cette base de données pour pouvoir construire votre offre, réfléchir à un plan de prospection en utilisant LinkedIn, Instagram notamment, essayer de décliner par rapport à ce que vous faites quelque chose qui soit adapté au B2B. Et en faisant ça, eh bien, on va, j'espère, enlever les fantasmes ou les illusions qu'on peut se faire auprès de l'entreprise. Illusions qui ne sont pas forcément fausses, puisqu'on s'aperçoit que les fondations d'entreprises ont des rôles de plus en plus importants dans le champ artistique. Et en faisant ça, à l'image de cette œuvre de JR, à la fin de quelques heures qui eh bien, disparaissait pour se dissiper petit à petit pour laisser place à la pyramide. Donc, on aura pu, en faisant ce travail, eh bien, peut-être dissiper les illusions et se donner de nouvelles perspectives. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, Sophie, désolé, j'ai laissé 12 toiles. Eh ben, très bien, merci Sophie. Bien, écoutez, je lis ce que vous avez dit parce que c'est vraiment précieux. J'ai laissé 12 toiles pendant 7 ans chez Little Van Gogh, les a exposés tous les 2 mois dans une nouvelle entreprise après 7 ans de prêt entièrement gratuit. Donc là, évidemment,
pas du tout correct, je l'enlèverai. Donc voilà, donc ça, ce n'est pas, on va enlever cette entreprise. Moi, je peux vous conseiller. Alors, vous avez des paiements en droit d'auteur quand vous louez des œuvres ou faites des expositions en entreprise, quelquefois. C'est aussi l'occasion de faire des ventes. Pour la base de données, vous pouvez retrouver cette base de données. On va vous l'envoyer. C'est sur Airtable. Donc, c'est un tableur qu'on a fait, qu'on est en train de finaliser. Hein. Il n'est pas tout à fait finalisé. Et c'est vrai que j'ai un peu de retard dans mes bases de données, puisqu'on avait fait aussi une conférence sur la présence de l'œuvre, hein, le pouvoir des images, la présence de l'œuvre. Donc là, j'ai encore une bibliographie que je vous dois. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir relier toutes les slides qu'on a vues, parce que c'est assez didactique, à ces bases de données pour vous donner des idées d'offres. Voilà. Pavlina, je n'ai pas encore publié ce livre, mais c'est un énorme chantier sur le sujet, donc je travaille dessus. Voilà. Alors, juste petite précision. Oui, voilà, exactement. Vous allez la voir justement. Manuela, c'est important de l'avoir comme base justement pour mémo et organisation des étapes, exactement, de bien revoir tout ça. Avec Airtable, ça sent l'automatisation. Merci Philippe. Oui, ce serait bien, mais on ne maîtrise pas encore totalement l'outil. Fabienne, comment faire sur le profil LinkedIn pour répondre au TTT pour que cela s'articule entre les offres en galerie d'art et les offres en RSE entreprise? Alors justement, c'est une très belle question. Fabienne, en réalité, LinkedIn, ça va être uniquement pour l'offre B2B. Donc, ce TTT, donc l'offre, ce que j'appelle le dernier T, ce qui est ta proposition, en fait, vous n'allez pas le proposer en galerie. C'est vraiment que pour LinkedIn. Donc, il y a une orientation quand même qui est un petit peu plus directe, puisqu'en B2B, on peut se permettre de prospecter directement. Voilà. Et vous recevrez, je ne sais pas si j'étais très clair, je peux vous inviter à regarder plutôt notre webinaire sur le sujet. On développe un peu ça, mais l'idée, c'est d'être très spécifique. Et on recevra la base de données par mail, en fait, le lien vers toutes les offres. Ouais, exactement. Voilà. Alors, il existe, ça pourrait être... C'est une offre que je dirais corporate et plus pragmatique. Exactement, Manuela, c'est exactement ça. C'est très direct. Alors d'ailleurs, Manuela, est-ce que tu participes toujours à des réseaux d'entrepreneurs où tu te présentes? Donc Manuela, tu es photographe. Est-ce que toi, typiquement, tu participes à des réseaux BNI où tu viens présenter ce que tu fais? Donc ça, c'est très B2B. Oui, BNI. Donc un BNI, c'est pour ceux qui peut-être ne le savent pas, c'est un réseau d'entrepreneurs où on présente les services qu'on offre aux entreprises. Depuis 2018, est-ce que ça t'a apporté des ventes? Oui, j'ai participé à un réseau BNI. Alors voilà, ça j'en ai pas parlé parce que c'est pas premier, puisqu'on on avait des choses très larges. Oui, absolument, d'accord. Et Maïté, parce que Maïté aussi. Donc n'hésitez pas, ça dépend de l'attitude. Ok. Alors n'hésitez pas à échanger hein, si vous voulez vos adresses mail, si vous le souhaitez, pour savoir, pour parler de ces expériences-là. BNI et Dynamibuy. Donc Dynamibuy, je ne connaissais pas, je vais vous mettre les liens. Je mets les liens tout de suite. Alors, hop, je ne connaissais pas Dynamibuy. Aucun retour, d'accord. Dynamibuy, c'est ça, non? Oui, c'est vrai qu'il faudrait faire un BNI artiste, en fait. Alors, il faudrait voir, hein, parce qu'il faudrait des artistes de différents mondes, peut-être.
Non, aucun retour. D'accord. Ça reste très local. D'accord. Et les recommandations. Donc en fait, ça va être la diversité. Merci Manuela pour ces précisions. Ah oui, 1500 € l'inscription, oui, effectivement. Mais c'est vrai que je connais pas du tout en fait. Alors faudrait, dans ce cas-là, vraiment des. En fait, ce serait plutôt des groupes où vous avez un curateur, un galeriste, etc. Stéphanie, je suis positionné B2B sur LinkedIn, je commence à avoir des retours intéressants, excellents. Ça, c'est vraiment encourageant, Stéphanie. Super. Génial. Ouais, donc il y a quand même quelque chose, hein. Faudrait le. Voilà. Bien écoutez, vraiment, je vous remercie. Je regarde juste si vous avez d'autres questions. Bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Je vous envoie la semaine prochaine, vous le recevez par mail, euh, la base de données associée au webinaire pour pouvoir suivre le webinaire avec des bases de données associées et réfléchir à l'offre que vous pourriez créer en B2B. Merci beaucoup pour ces échanges. C'était très agréable de vous avoir, même si je ne vous vois pas. On va essayer quand même de faire quelque chose, peut-être une fois dans l'année, se retrouver en vrai, ce serait aussi agréable. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.